Trouvé en direct il y a une quinzaine de jours de cela, si je me souviens bien. Donc, je vous avais déjà fait une conférence sur un aspect de la Rome baroque au XVIIe siècle, à savoir le Bernin sculpteur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un contemporain du Bernin, avec lequel d'ailleurs les deux ont collaboré dans leurs années de jeunesse. Vous allez voir, ils ont débuté sur les mêmes chantiers, sous la direction des mêmes maîtres. Et à un moment donné, eh bien, les deux vont faire une carrière indépendante, d'autant que beaucoup de biographes de Francesco Borromini ne cessent de dire que son caractère n'allait pas du tout de pair avec le Bernin, qu'il y avait une véritable rivalité entre les deux. Alors, c'est une réalité, même si parfois les choses ont été un peu exagérées, voire déformées. Par exemple, une chose qu'il faut éliminer tout de suite, c'est qu'on dit que sur la place Navone, à Rome, quand on est devant la fontaine des quatre fleuves du Bernin, et que juste à côté, à quelques mètres, il y a la façade de l'église Sainte-Agnès Inagone réalisée par Borromini, l'une des sculptures, l'allégorie du Rio Plata du Bernin, relève le bras vers la façade comme un peu effrayé pour se protéger de Borromini. Ça, c'est complètement faux, parce que la statuaire du Bernin, à cet endroit-là, a été réalisée bien avant la façade de Borromini, donc ça ne colle pas. Donc on dit quand même un peu n'importe quoi parfois. Alors je vais vous raconter un petit peu la vie de cet artiste fabuleux qui a été Francesco Borromini. Vous voyez qu'il est né en 1599. Alors, il est né en fait pas du tout à Rome, ni même dans la région de Rome. Il nous arrive du Tessin. Il est né dans un village des bords du lac de Lugano. Alors, je vais d'abord vous montrer, voilà, je vais vous montrer le portrait. C'est le seul portrait que l'on conserve de Francesco Borromini, qui vous montre bon, un jeune homme, parfois qui n'est pas trop mal, mais qui en même temps, si on arrive un peu à décrypter la psychologie de ce portrait, qui est sans doute très réaliste justement, c'était un homme anxieux, un homme inquiet, un homme d'une profonde sensibilité, quelqu'un qui est plutôt un solitaire, alors qu'à l'opposé, le Bernin est quelqu'un de beaucoup plus sûr de lui, c'est un peu un grand seigneur, un immense artiste, certes, mais un caractère tout à fait différent, et le Bernin est aimé quand même un peu régner, dominer, voyez-vous, et parfois donc n'a pas été toujours très sympathique, il faut bien le dire, avec le jeune Francesco Borromini. Alors voilà le village de Bissone, en bordure du lac de Lugano, où est né notre artiste. Alors, cette localité, chers amis, est très importante par rapport à la vie de notre artiste. Parce qu'en fait, on est dans le Tessin, autrement dit, on est en Suisse. Borromini, donc, n'est pas un Italien en tant que tel, c'est un Suisse. Si ce n'est que le Tessin, c'est cette région de l'extrême sud de la Suisse, vraiment la région frontalière avec l'Italie. Et on parle même d'ailleurs de Suisse italienne, vous voyez, à cet endroit-là, c'est un peu vrai. Mais ce qui est important, c'est que la région du lac de Lugano, c'est la région d'où sont originaires un grand nombre d'artistes au fil du temps, au fil des siècles. Parce qu'en fait, on est là dans une région de montagne, des climats plutôt rudes, mais en même temps, il y a dans ces régions-là, on est dans les Alpes hein, concrètement, il y a beaucoup de carrières de pierre, de carrières de marbre, et on a donc là affaire à des gens qui sont pour beaucoup des maîtres maçons, des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des bâtisseurs, des architectes. D'ailleurs, jadis, on les appelait les maestri comacini, les maîtres comasques, pour nous dire également qu'il y a une autre région complémentaire qui travaille de pair et dans les mêmes spécialités qu'autour du lac de Lugano, c'est autour du lac de Comme. On est là donc dans cette région, vous l'avez compris, de ces grands lacs du nord de l'Italie et de la frontière suisse. Et les maestri comacini, ce sont des compagnies donc de tailleurs de pierre, sculpteurs, architectes, etc., très connus depuis au moins le 7e siècle. Déjà, ils sont à l'origine de l'art roman au 11e siècle. On leur doit beaucoup et ils ne travaillent pas seulement dans le nord de l'Italie et la Suisse, ils travaillent également aux quatre coins de l'Italie et bien au-delà.
Et on constate que dans cette Rome de la Renaissance et ensuite, période qui nous intéresse aujourd'hui, de l'époque baroque, au XVIIe siècle, eh bien, nous avons un certain nombre d'artistes issus de ces régions qui viennent travailler dans la capitale de la chrétienté. Parce que, je l'ai déjà dit il y a 15 jours pour le cas du Bernin, mais il faut que je le rappelle très rapidement au début de cette conférence, au XVIIe siècle, Rome est un gigantesque chantier. Parce que nous sommes dans les lendemains de la clôture du Concile de Trente au XVIe siècle. L'Église catholique est en train de faire un peu peau neuve. C'est un nouveau souffle spirituel qui est en train de surgir, de ressurgir. Et nous sommes là dans une période donc très florissante pour la chrétienté. Les papes veulent faire aussi de Rome une ville digne de ce nom, parce que jusqu'à présent, ça n'était plus qu'un champ de ruines qui rappelait les grandeurs de la capitale impériale dans l'Antiquité. Mais c'est au-dessus de ce champ de ruines donc que va s'ériger, se dresser la capitale du catholicisme et en même temps la capitale des États pontificaux. Il y a du travail pour tout le monde. Alors, nous avons des artistes qui arrivent du sud de l'Italie, c'était le cas du Bernin et de sa famille, mais nous avons aussi des artistes qui arrivent du nord, qui arrivent donc du Tessin, c'est le cas de Borromini. Si ce n'est qu'il n'est pas arrivé là non plus par hasard, parce que vous allez voir que Borromini est quelqu'un qui est issu déjà lui-même d'une famille de maîtres maçons, tailleurs de pierre, sculpteurs et architectes. C'était le cas de son père. Son père était actif, on a très peu de renseignements sur lui, on pense qu'il a été son premier professeur. Et puis, à un moment donné, son père a voulu envoyer son fils talentueux sur l'énorme chantier de construction et de décoration, notamment de statuaires, de sculptures, que constituait le Duomo de Milan. Alors, vous savez que ce Duomo de Milan a été commencé à l'extrême fin du XIVe siècle. C'est un bâtiment qui a été demandé par les ducs de Milan, à l'époque les Visconti. Et les Visconti, il faut savoir que le père de Borromini sera encore au service lui-même du duché de Milan. Donc, ça n'est pas pour rien s'il a pu faire entrer son fils, son jeune fils. Il y avait 4 enfants dans la famille, donc ce jeune garçon, le faire admettre parmi les artistes qui œuvraient à l'achèvement du Duomo. Achèvement entre guillemets, parce que le Duomo ne sera terminé qu'au XIXe siècle en réalité. Mais il est vrai que quand on regarde ne serait-ce que l'extérieur aujourd'hui du Duomo, qu'on en fait le tour, on constate de près qu'il y a beaucoup de sculptures qui effectivement ne sont plus des sculptures de l'époque gothique ni de la Renaissance, ce sont bel et bien des sculptures du XVIIe, et donc certaines d'entre elles sont probablement de la main de Francesco Borromini. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que je vous parle aujourd'hui pourtant d'un architecte, et je suis en train de vous dire qu'à la base c'est un sculpteur un peu comme certains de ses ancêtres. Alors, il va travailler donc là, il va travailler sous la tutelle de maîtres assez prestigieux et parallèlement, il avait dans sa famille un oncle qui était Fontana, qui lui-même était un architecte brillant et lequel était déjà actif à Rome depuis un certain nombre d'années. Parce qu'à Rome, la période de transition 16e, 17e siècle a été très florissante. Et il y a aussi parmi les membres de sa famille un autre oncle qui n'est autre que le célèbre Carlo Maderno. Alors Carlo Maderno, c'est un artiste bien connu, c'est lui qui fait la transition en tant qu'architecte à Rome entre la Renaissance et le baroque, et il est entre autres l'architecte qui va terminer la construction de la basilique Saint-Pierre. C'est vous dire que ça n'est pas rien. Maderno est quelqu'un de très réputé. Donc, les quelques membres de la famille de Borromini qui sont déjà actifs à Rome, Fontana et Maderno, ils ont une maison familiale à quelques mètres de l'église Saint-Jean des Florentins, qui était l'église nationale de la République florentine. Et donc, c'est là que notre jeune garçon va arriver en 1619. Alors, auparavant, entre 1615 et 1619,
notre jeune sculpteur, qui va devenir très vite architecte, avait momentanément quitté l'énorme chantier du Duomo de Milan pour déjà un peu travailler sous la tutelle de Maderno à la basilique Saint-Pierre. Ce qui manifestement n'avait pas plu d'ailleurs aux personnes qui dirigeaient le chantier du Duomo de Milan, et il sera officiellement congédié en 1619. On pense qu'il y a eu un coup de colère de la part de son patron de l'époque, hein, en traduisant en termes modernes, et donc il part définitivement s'installer à Rome et il va y faire toute sa carrière et même y mourir. Alors voici quelques-uns des rares dessins, chers amis, qui nous montrent le chantier de construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome. C'est important de voir ça parce que vous voyez qu'on a la terre battue au premier plan, on voit toutes sortes de constructions. En fait, on est en train progressivement de détruire morceau par morceau l'ancienne basilique Saint-Pierre de l'époque de Constantin, remontant au IVe siècle. Et progressivement, on voit donc émerger la nouvelle basilique qui sera et qui est toujours la plus vaste église au monde. Donc c'est un chantier qui, à lui seul, nécessite beaucoup d'intervenants, beaucoup d'artistes. Et l'architecte en chef de ce chantier, qui en a eu plusieurs tout au long du XVIe siècle, le chantier a débuté en 1503 sous Jules II, et il y a eu Bramante, Michel-Ange, Raphaël, etc. Et à la fin du XVIe, début XVIIe siècle, c'est donc Carlo Maderno qui a la responsabilité de cet énorme chantier. Parce qu'en fait, initialement, Saint-Pierre de Rome était une église en forme de croix grecque, dont les 4 bras de la croix donc étaient d'égale longueur. Et à la suite du Concile de Trente, qui s'est terminé en 1563, on préfère le plan en croix latine. Donc on va demander à Maderno et à ses collaborateurs de prolonger de 2 travées la nef qui était dans l'axe de la place Saint-Pierre et de rajouter aussi le narthex, donc le porche, plus la façade. Façade qui d'ailleurs restera inachevée. Il manque les 2 clochers latéraux. Alors on voit cette énorme construction, vous voyez sur ce dessin qui est en train d'émerger, elle est le gros œuvre bien sûr, même le début de construction de la voûte, que voici de plus près. Ça c'est un très beau dessin au lavis. Vous voyez, on voit sur la grande arche plein cintre le caissonnage encore à l'antique à l'intérieur. En fait, ce que vous avez sous les yeux, ce sont les 4 gros piliers, les premières travées qui vont soutenir le futur dôme de la basilique, qui lui ne sera terminé justement par Fontana, hein, cet oncle de Borromini également, dans cette période justement fin XVIe, début XVIIe siècle. Alors ça, c'est une image qui est plus rare, qui vous montre déjà, voyez, l'intérieur de la grande nef en cours de construction, si ce n'est que sur les côtés, vous apercevez encore les murs maîtres et les colonnes et leurs chapiteaux de l'époque constantinienne. Vous voyez, on commence donc d'abord par raser le chœur et construire les 4 gros piliers, voyez, et leurs abords pour poser ensuite le dôme, et progressivement, donc, on détruit l'ancien édifice pour construire le nouveau. Donc évidemment, c'est un apprentissage, chers amis, vous vous en doutez, complètement fabuleux que de débuter quand on est très jeune sur un tel chantier. Un chantier où quand vous sortez de là, après vous savez quasiment tout faire, vous vous en doutez bien. Et voilà que en 1624, on est quasiment à la veille de la consécration de la nouvelle basilique. Le pape Urbain VIII Barberini vient d'être élu souverain pontife un an plus tôt, en 1623, et il trouve que la basilique, certes, est très grande, très belle, mais elle est tellement grande que quand on y pénètre, il se met à la place un peu des pèlerins et il se dit, mais on ne voit pas où est l'autel papal, lequel est lui-même, vous le savez tous, en aplomb du tombeau de Saint-Pierre, prince des apôtres. Donc pour lui, il manque un repère. Alors il demande à ses collaborateurs d'imaginer un baldaquin, c'est-à-dire en fait un dé, ce qu'on appelait au Moyen-Âge un ciborium. C'est la même chose, un monument qui va coiffer et donc par là même mettre en valeur, mettre en évidence l'autel majeur. Alors, on a l'habitude de dire, et je profite de cette conférence là aussi pour remettre les pendules à l'heure,
que le baldaquin du Bernin à Saint-Pierre, le baldaquin de Saint-Pierre-de-Rome, je l'ai dit d'ailleurs, on l'a voyé naturellement, il est du Bernin. En réalité, il n'est pas totalement du Bernin. Le Bernin, le jeune Bernin, était en train lui aussi de débuter sur le même chantier de Saint-Pierre-de-Rome sous la direction de Maderno. Donc Maderno, Borromini et le Bernin sont là, collaborent, voyez-vous. Maderno est déjà âgé, il va mourir en 1629, les deux autres sont très jeunes. Alors le Bernin va imaginer le dé de procession retranscrit en quelque chose de robuste, de solide et de monumental, puisque ce baldaquin que vous avez sous les yeux mesure 29 mètres de hauteur. Il va être conçu en bronze, sur des piédestaux de marbre, sur lesquels il y a le blason de la famille Barberini, à laquelle appartenait Urbain VIII. Et ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que Borromini va aussi collaborer avec le Bernin à la réalisation du baldaquin. Et il va encore collaborer en tant que sculpteur. Et les sculptures que vous avez dans la partie haute, en fait, tout le couronnement de ce baldaquin, il est de Borromini. Alors d'ailleurs, les choses vont commencer à se gâter entre Bernin et Borromini au moment de l'achèvement de ce baldaquin. Parce que Borromini n'a jamais avalé le fait que c'est le Bernin qui va recevoir le paiement de cela. Immédiatement, on va dire que c'est son œuvre, alors qu'en réalité, Borromini a beaucoup œuvré, s'est beaucoup fatigué aussi pour le couronnement de la partie supérieure de ce baldaquin, et il n'en a même pas eu la gloire, voyez-vous, il n'a pas partagé cette gloire, puisque très vite on a oublié Borromini dans cette affaire. Ce qui est très injuste, c'est une réalité. Alors ce baldaquin est complètement fabuleux, parce que les colonnes torsadées sont tout envahies, quand on les voit de près, de feuillage, de feuilles de laurier notamment, qui symbolisent la gloire. En haut, vous avez donc des anges, des angelots aussi, puis le globe crucifère qui est dans la partie la plus haute. Donc c'est un monument complètement grandiose que vous avez là sous les yeux. Je vous le montre un peu sous tous les angles. Vous voyez, il coiffe vraiment l'autel papal sur lequel seuls les souverains pontifes ont le droit de dire la messe. Et en aplomb, donc je vous disais, quelques mètres au-dessous, il y a le tombeau de Saint-Pierre. Alors voilà de plus près le couronnement qui est donc l'œuvre essentiellement de Borromini. Voilà. Donc en plus, c'est une œuvre qui techniquement a été très difficile parce que réaliser sur une telle dimension une construction en bronze, c'est complètement incroyable. Voilà, vous voyez l'imitation aussi des franges en tissu là au premier plan avec des abeilles et des Barberini dessus. Également, c'est absolument invraisemblable. Alors, du coup, nos deux jeunes artistes, Bernin et Borromini, vont de toute façon très vite, après la mort de leur maître Maderno en 1629, vont devenir chacun des artistes indépendants. Ils vont avoir chacun un atelier, ils vont recevoir chacun leur propre commande. Et lorsque le pape Urbain VIII a été élu en 1623, une des premières choses, c'est qu'il va vouloir naturellement que les membres de sa famille soient mieux logés dans Rome. Donc, il va demander à Maderno la construction d'un palais que vous avez sous les yeux, le célèbre Palazzo Barberini, qui aujourd'hui abrite, on va dire, l'équivalent d'un musée des beaux-arts, une pinacothèque. Et ce bâtiment, donc, là aussi, durant sa construction, nos deux jeunes artistes, Bernin et Borromini, vont collaborer sous la tutelle du maître. Et puis à un moment donné, ils vont aussi chacun réaliser une partie indépendamment, notamment 2 escaliers. En effet, dans ce palais, il y a des escaliers latéraux. Alors l'escalier qui est à droite, je vais vous le montrer dans un instant, il a été dessiné totalement par Borromini, celui de gauche par le Bernin. Et sur ces 3 niveaux que vous avez en façade, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, vous devez constater que, à vue de nez, sans être spécialiste, quel est l'étage le plus original? C'est le deuxième. Le dernier étage, où l'on voit que les fenêtres sont en partie architecturalement traitées en trompe-l'œil, comme si elles étaient plus profondes que ce qu'elles sont en réalité. Alors ça va être une des spécialités de Borromini, que de réaliser des sortes de trompe-l'œil architecturaux
Vous verrez tout à l'heure ce qu'il a fait, notamment au Palazzo Spada, également à Rome. Voilà, donc vous voyez que déjà, il se distingue d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui est très, très introverti, mais qui en fait regorge d'idées souvent très originales. C'est un original, en effet, Borromini. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je n'hésite pas à dire qu'il est assurément l'architecte numéro un dans la Rome du XVIIe siècle, par cette originalité. Alors voilà l'escalier. Écoutez, quand on voit un escalier pareil, on est complètement pantois, parce que non seulement c'est un escalier hélicoïdal, mais en plus il est sur une base, un plan légèrement elliptique, c'est-à-dire ovoïde. Il va reprendre, comme le feront d'ailleurs tous ses contemporains du XVIIe siècle, dans l'Europe entière même, des éléments architecturaux encore issus de l'Antiquité, mais complètement réinterprétés. Ici, vous avez des colonnes d'ordre dorique, jumelées, vous voyez, 2 par 2. Il y a toute une dynamique et une élégance en même temps dans cet escalier, qui est quelque part une prouesse pour l'époque en matière de calcul, parce que n'oublions pas que les architectes de ce temps ne sont pas comme aujourd'hui, avec des équipés d'ordinateurs et de logiciels sophistiqués. Non, c'est d'abord le dessin qui prime. On devait maîtriser la géométrie, les mathématiques, les calculs compliqués, vous voyez, remarquablement. Or, à cette époque, en plus en Italie, il n'y a pas encore d'école des beaux-arts ou ce genre de choses. Vous voyez qu'on travaille auprès de 1 ou plusieurs maîtres successivement. Et alors, en contrepartie, alors je vous montre un détail, vous voyez la forme d'une grande souplesse, d'un équilibre parfait, hein, de cette rampe d'escalier qui court élégamment. Et en contrepartie, à gauche donc du palais, voilà l'escalier du Bernin. Alors il est superbe aussi. On a d'ailleurs des colonnes jumelées d'ordre dorique également, mais lui, il est sur une base carrée. Et l'escalier est somptueux, mais n'a pas l'originalité de son confrère. Voilà, bon, Borromini est encore jeune à cette époque, il aura le temps lui aussi de faire évoluer son style, mais contrairement, vous voyez, au Bernin, Borromini, lui, va avoir un style d'une grande maturité tout de suite. Voilà, tout de suite. Son style n'évoluera en fait jamais. Dès ses premières œuvres, on a affaire à des chefs-d'œuvre. Alors, je vous disais que après la mort de Maderno en 1629, les 2 jeunes artistes donc se séparent pour travailler chacun indépendamment. Et le premier grand chantier que va obtenir à titre personnel Borromini, c'est la construction de la chapelle de l'Université de Rome, université de droit. C'est la fac de droit et de théologie de l'époque, puisque la sapiens, ça veut dire la sagesse, donc ça va de pair, hein, on comprend la signification. Alors en fait, le bâtiment était préexistant, vous avez un grand rectangle, un grand quadrilatère, avec 2 ailes latérales, avec une succession de grandes salles, salles de cours, bibliothèques, etc. C'est un lieu d'enseignement, un lieu du savoir. Une grande cour intérieure qui se termine par une sorte d'hémicycle, et c'est dans cet hémicycle que l'artiste va devoir loger la chapelle Saint-Yves, parce que Saint-Yves est encore aujourd'hui le patron des magistrats. Donc, nous sommes là pendant le pontificat d'Urbain VIII, et comme je vous ai dit tout à l'heure que dans le blason d'Urbain VIII, il y a l'abeille, il y a 3 abeilles, eh bien, notre artiste va imaginer de marquer le plan de sa chapelle par l'une des abeilles des Barberini. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la géométrie à l'état pur. Si vous regardez attentivement le plan de la chapelle, vous pouvez très bien déterminer là-dedans le pourtour de la forme d'une abeille. Alors, je vais vous montrer ça plus en détail. Voilà, in situ. Alors, malheureusement, je dois vous dire, quand on va à Rome aujourd'hui, pour visiter cette chapelle, c'est très difficile. Il n'y a que le dimanche matin, pendant la messe, qu'on peut y aller. C'est assez compliqué, puisque le reste du temps, c'est une université qui est toujours, bien sûr, en activité, même si c'est un bâtiment historique. Alors, on voit dans l'étroitesse de cette cour, donc la chapelle, qui est un peu le couronnement de tout ça, et on constate au premier coup d'œil qu'elle a une forme tout à fait originale. Alors, je vais y revenir. Voici retranscrit à partir des dessins de la main de Borromini, par un système informatique actuel,
les plans d'origine de la chapelle. Alors vous constatez que déjà dans les angles, il y a des chapelles latérales qui ont une forme très curieuse. Et puis en effet, le reste, c'est de la géométrie à l'état pur. En fait, un des problèmes de la Rome de l'époque baroque, c'est que nos artistes ont dû avoir beaucoup d'imagination parfois, vu qu'on leur a demandé de construire tel ou tel édifice, dans des lieux où on leur a désigné un terrain qui n'était pas toujours propice par ses dimensions et par sa forme. Et donc, il a fallu chaque fois faire le meilleur avec ce qu'on vous confiait. Et puis voilà un autre dessin, vous voyez, retranscrit ici par l'informatique d'aujourd'hui. Vous voyez, même la décoration, tout ça qui transparaît. Donc c'est une chapelle, d'ailleurs au premier coup d'œil, on n'a même pas l'impression que c'est une chapelle. Hein. C'est une forme qui est complètement moderne pour l'époque. C'est ça, c'est la modernité qui domine à ce moment-là. Et je peux comprendre que certaines personnalités, même de l'époque, aient pu être choquées par certaines réalisations de Borromini. Par exemple, les Français, voyant circuler des gravures qui représentaient l'actualité du moment à Rome et voyant donc des monuments de Borromini, trouvaient ça extrêmement étrange et trouvaient ce Francesco Borromini complètement dérangé. En fait, c'est ça. Dans le traité de Jean-François Blondel, encore au XVIIIe siècle, on dit au sujet des chapiteaux, et ce n'est pas comme ce Borromini à Rome, avec beaucoup de mépris, voyez-vous, sous-entendu, qui se permet d'inventer des choses qui ne sont pas dans les règles, enfin, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Voilà pour l'intérieur de la coupole de la chapelle, ce qu'il envisage. Et vous allez voir que c'est d'une grande luminosité. Parce qu'au lendemain du Concile de Trente, on veut que les églises soient d'abord lumineuses au maximum pour bien mettre en valeur le Saint-Sacrement, l'autel majeur, les chapelles latérales dans lesquelles on va représenter par des peintures et des sculptures tous les saints. Autrement dit, ce que les protestants avaient rejeté depuis le début du XVIe siècle. Alors voilà cette merveille des merveilles. Je vous avoue, chers amis, que chaque fois que je vois ça, je suis pantois devant un tel chef-d'œuvre. C'est en effet un grand chef-d'œuvre. C'est plein à la fois d'invention, de modernité pour l'époque, mais aussi de subtilité, de délicatesse. C'est le triomphe vraiment des jeux d'ombre et de lumière. Vous constatez qu'il n'y a pas de dorure, de peinture en trompe-l'œil, non, c'est l'architecture à l'état pur et le décor sculpté, uniquement. La chapelle donc commençait sous les Barberini, chantier terminé sous les Chigi. C'est la raison pour laquelle au-dessus des fenêtres, vous avez des sculptures qui représentent des espèces de montagnes, un peu comme une pièce montée. C'est l'un des symboles de la famille Chigi. Je vous montre la chapelle un peu sous tous les angles. Vous voyez, le pourtour de la coupole et du coup de la totalité de la chapelle, ce ne sont que des courbes et des contre-courbes. Donc tout ça est en pleine vitalité. C'est une architecture tonique en même temps quelque part. C'est très théâtral. C'est un petit théâtre que vous avez là. Et puis cette coupole percée de fenêtres de cette manière-là, la lumière qui est savamment dosée, vraiment, on a affaire à un très grand maître. Et j'insiste là-dessus, c'est son premier chef-d'œuvre réalisé seul, vraiment. D'ailleurs, il y a eu un bref pontifical qu'il a nommé officiellement architecte de la Sapienza, voyez, pendant que Le Bernin, lui, par un autre bref pontifical, était nommé officiellement architecte en chef de Saint-Pierre de Rome à la suite de Maderno. Vous voyez, en contre-plongée, ce que ça peut donner, c'est très impressionnant, très, très dynamique tout ça. Donc on a quelqu'un qui maîtrise la géométrie au plus haut degré, vraiment. Voilà, vous voyez, c'est une chapelle qui est principalement toute blanche, toute claire. Voilà, c'est l'architecture et le décor sculpté qui se suffisent à eux seuls. Et Borromini, ça va être cela majoritairement. Là, nous sommes dans le Lanternon
voyez, tout à fait au plus haut de la chapelle. Alors on voit que les moindres détails ont été soignés, hein. Les angelots au-dessus des fenêtres, la gloire en forme de soleil qui est au plus haut du lanternon. Et là, nous sommes dans le lanternon et on regarde en plongée, cette fois-ci, l'intérieur de la chapelle. Et on voit qu'en bas, de part et d'autre des bancs, hein, pour les fidèles, dans le pavement, on a des formes géométriques qui sont bien indiquées et qui nous montrent qu'effectivement, il y a la forme d'une abeille dans le plan de cette chapelle. Et vous voyez bien les montagnes en haut, enfin les pseudo-montagnes, parce qu'il faut savoir, ce sont des montagnes, symboles de la famille Kidji, qui sont là dans le lanternon. Alors voilà un authentique dessin de Borromini pour l'extérieur de la chapelle et notamment pour le lanternon que vous voyez ici donc de l'extérieur. Bon, d'abord, vous remarquez au passage que notre artiste a un coup de crayon complètement fabuleux, absolument incroyable et d'une grande précision. D'ailleurs, j'ai pu constater qu'il est bien meilleur dessinateur que Le Bernin. Le Bernin fait des merveilles aussi, rassurez-vous, hein. Je n'ai aucun mépris pour lui, loin de là, mais chez Borromini, c'est un degré supérieur. Il n'y a quasiment jamais de rature, jamais. Et vous constatez que ce lanternon est coiffé d'une spirale qui symbolise donc les prières, notamment des étudiants ici et des enseignants de cette université, par l'intercession de leur saint patron, saint Yves. Et donc, on a cette spirale vers le ciel qui est tout à fait remarquable et qui est la première du genre dans la Rome de cette époque. Et la voilà de plus près. Vous voyez, ça correspond tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a des boules, comme les boules qui vont, comment dire, hérisser une authentique couronne, hein, la pièce d'orfèvrerie. De même que, regardez, il y a des pierres qui sont taillées à la manière de pointes de diamant ou autres pierres précieuses. Donc, il nous réalise ici une espèce de trompe-l'œil, finalement, vous voyez, comme si on était là dans le couronnement suprême, au sens propre et au sens figuré, et au sommet, toujours en forme de couronne, des flammes qui s'échappent et qui symbolisent, et à l'époque on aime beaucoup ça, le feu divin, le feu sacré, hein, en fait, la charité, hein, le feu ardent de la charité. Alors voilà un plan également de la main du maître pour un autre chantier qu'on va lui confier. Alors, vous savez que Rome possède 900 et quelques églises. Pourquoi tant d'églises? Parce que autour du siège apostolique, et ça c'est toujours d'actualité, chers amis, tous les ordres religieux doivent être représentés. Donc il y a de nombreux couvents. Et souvent encore aujourd'hui, on ne réalise pas que quand on visite une église à Rome, 9 fois sur 10, c'est la chapelle d'un couvent. Et c'est le cas de Saint-Charles aux Quatre-Fontaines. Alors on est sur la colline du Quirinal. On est en 1634 et c'est l'ordre des Trinitaires. Mais alors la branche espagnole des Trinitaires, parce qu'ils ont plusieurs couvents en fait à Rome, mais la branche espagnole va demander à Borromini de construire leur couvent tout neuf. Alors là, une fois de plus, la parcelle n'est pas très grande. Alors vous constatez qu'en bas à gauche, vous avez la chapelle qu'on devine avec une forme là aussi très singulière. En fait, c'est une variante entre l'ellipse, le losange, voyez-vous, on ne sait pas trop comment le définir. Bref, de la géométrie là aussi à l'état pur. En bas à droite, c'est un cloître que vous devinez, qui est assez modeste là aussi par ses dimensions. Et en haut, le jardin qui va se trouver à l'arrière donc du couvent. On est dans l'angle de deux rues, au sommet de la colline du Quirinal, et donc Borromini va être obligé de faire quelque chose des plus remarquables sur un terrain qui n'est pas très grand et pas très propice. Alors voilà le plan que vous avez vu tout à l'heure, retranscrit de manière moderne. Alors le plus singulier là-dedans est effectivement la chapelle. Alors voilà d'abord le cloître. Alors étant donné que le cloître ne pourra pas être très étendu au sol vu l'exiguïté du terrain,
il a l'idée de le faire à 2 niveaux, rez-de-chaussée, premier étage. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et là aussi, avec très peu d'éléments, il nous livre un petit cloître très élégant. D'ailleurs, on ne réalise pas vraiment que c'est un cloître. De toute façon, le cloître, c'est quoi? C'est une cour entourée de galeries qui distribuent l'entrée de bâtiments monastiques. Bon, ben ici, cette cour a la même fonction et c'est vrai que ce n'est pas du tout la silhouette à laquelle on est habitué d'un cloître, mais c'est en réalité cela. Et vous constatez que pour apporter plus d'élégance, il va couper les angles. Donc, il va donner une forme octogonale. Colonne jumelée dorique au rez-de-chaussée, colonne jumelée à l'étage, mais avec des chapiteaux qui sont de son invention. Voilà. Il explore les formes, et ça, c'est une des caractéristiques de l'époque baroque, d'explorer à outrance même les formes. Voilà de plus près. Alors, vous voyez, par exemple, il y a un petit détail auquel on ne prête pas attention au premier coup d'œil. Regardez la balustrade au premier étage. Eh bien, les balustres même, il y en a un qui est debout, l'autre inversé, et ainsi de suite. Voilà, ce côté un peu tarabiste, côté original, vous voyez. Mais tout ça, symbole de vitalité, toujours. Hein. Alors, extérieurement, voilà le carrefour donc, des rues en question. On dit aux Quatre Fontaines, parce qu'en effet, il y a dans les angles de ce carrefour, 4 fontaines. Dont les sources sont là présentes depuis l'Antiquité. Donc là aussi, les fontaines vont être reconstruites, redécorées à l'époque baroque. Et la façade de l'église, donc Saint-Charles aux Quatre Fontaines que vous apercevez, alors la façade sera réalisée également par Borromini, mais un peu plus tard, dans les années 1650. Et cette façade, elle est elle-même très animée. Surtout, regardez dans la partie haute, une fois de plus, les courbes, les contre-courbes. Bon, en fait, l'église est dédiée à Saint Charles Borromée, qui fut cardinal archevêque de Milan à la fin du XVIe siècle, et que l'on vient tout juste de canoniser depuis les années 1620. Donc, c'est un saint très vénéré, d'autant qu'il est issu d'une prestigieuse famille italienne, et ce saint à qui l'on doit notamment la clôture du Concile de Trente, avec son oncle Pie IV en 1563. Donc Rome est très reconnaissante envers ce personnage. Donc il y a plusieurs églises à Rome qui lui sont consacrées. Voilà, même si bon, il y a toujours des descendants de la famille et que les îles Borromée, dans le nord de l'Italie, hein, sur le lac Majeur, c'était la seigneurie de sa famille depuis le XIIe siècle. Et ça appartient toujours aux descendants des Borromée aujourd'hui. On est très fiers de ce saint dans la famille, enfin partout. Voilà, donc c'est un des plus grands saints des débuts de la Contre-Réforme. Voilà, je vous montre ici la façade qui avait été ravalée pour le jubilé de l'an 2000, mais vous voyez qu'on peut recommencer. Hein. Vraiment, c'est dans un endroit qui est très passant, il y a beaucoup de pollution, donc ça s'encrasse très facilement. Vous voyez, on est dans une architecture qui est très dynamique. Vous voyez cette façade avec la partie centrale qui est convexe, les extrémités des corniches du premier étage et de l'entablement supérieur qui sont légèrement en retour, dans un mouvement, vous voyez, et en même temps, c'est remarquablement élégant, c'est vrai. Mais le joyau, c'est l'intérieur, chers amis. Alors là, tout le génie de Borromini se concentre ici. C'est-à-dire que là, en fait, cette chapelle n'est pas grande du tout. Pas du tout, vraiment. Et par contre, c'est un concentré inimaginable depuis l'extérieur d'originalité. Regardez, suivez la forme de la grande corniche tout autour. Je vous parlais de courbe et de contre-courbe, on y est totalement. Ce qui est très borrominien aussi, c'est dans les arcs plein cintre. Vous avez ce caissonnage à l'intérieur, vous voyez, avec cet effet géométrique de rétrécissement, un peu de trompe-l'œil. Ça, c'est une invention. Il va beaucoup utiliser ce détail. Et puis, dans la coupole qui coiffe le tout, qui, elle, est strictement ovale, vous avez à l'intérieur des sortes d'alvéoles qui pourraient presque rappeler les alvéoles d'une ruche d'abeilles. Mais en même temps, si vous regardez attentivement ces alvéoles, vous avez des petites croix qui apparaissent
entre certaines de ces alvéoles. Eh bien, ces petites croix, c'est un très joli détail et clin d'œil de la part de l'artiste. C'est le symbole de l'ordre des Trinitaires. Ces petites croix, en fait, qui sont des petites croix grecques par leur forme, elles sont en réalité bleues et rouges. Et dès qu'on voit ce symbole-là, on est dans l'ordre des Trinitaires. Alors l'église a été superbement restaurée il y a quelques années, donc vous voyez là, la blancheur d'origine. En fait, ces constructions étaient faites en briques, après c'est recouvert d'enduit et blanchi à la chaux. Voilà, donc on a des techniques ici tout à fait ancestrales. Voilà, là aussi, voilà, je pense que vous comprenez un peu davantage la modernité de ces réalisations à cette époque. Rien de ce genre n'a été produit auparavant ou ne laissait imaginer ce genre de construction dans la Rome du XVIIe siècle. Véritable joyau s'il en est. Voilà la coupole en gros plan. Et puis alors le cœur est finalement minuscule, vous voyez le cœur est tout petit, hein, il est surmonté d'un retable avec un tableau qui figure d'ailleurs Saint-Charles Borromée. Alors d'ailleurs de mémoire, mais j'ai plus le nom de l'artiste en tête, c'est un peintre français actif à Rome à un moment donné qui a réalisé la toile que vous avez sur le maître-autel. Voilà, je vous ai fait là le gros plan sur cette partie architecturale caractéristique de l'artiste. Vous voyez cet arc légèrement surbaissé avec un caissonnage à l'antique à l'intérieur et dans le caissonnage un fronton triangulaire légèrement en mouvement aussi. Vous voyez, rien n'est statique chez Borromini. Bon, en même temps, on pourrait faire de la psychologie à outrance, parce que c'est aussi tout son caractère qui est là-dedans. C'est un homme, quelque part, instable, trop sensible. La crypte également, qui est sous l'église, alors elle a la même dimension que l'église, la même forme aussi, et elle est d'une sobriété totale. Alors, autre grand chantier, il y a un concours qui a été organisé par l'ordre des Philippins, qu'on appelle aussi les oratoriens en France, c'est la même chose, c'est-à-dire fondé par Saint Philippe Néri au XVIe siècle. Voilà encore un autre grand saint de l'époque moderne, lequel a été canonisé aussi depuis peu à l'époque. Et au centre de Rome, donc, vous avez la maison mère de cet ordre, toujours en activité aujourd'hui, en très grande bâtisse. Donc c'est le couvent des oratoriens, c'est également un lieu de réunion, de rassemblement pour jadis la haute société romaine qui voulait entendre, par exemple, pendant le carême, des conférences spirituelles. On y donnait aussi des concerts spirituels. D'ailleurs, c'est là qu'est née la forme musicale qu'on appelle l'oratorio, et qui était produite après les conférences spirituelles pour les illustrer, justement, ce qui était une très bonne idée. Et vous voyez que sur la droite, il y a la façade d'une grande église, donc tout est accolé. En fait, cette église était préexistante, elle est néanmoins baroque. C'est Santa Maria in Valicella, qu'on appelle aussi à Rome la Chiesa Nuova. Et donc, il faut accoler. L'église est en fait la chapelle de cela, de tout le reste, et il faut accoler la nouvelle bâtisse donc, des oratoriens à l'église qu'on vient tout juste de terminer, laquelle contient d'ailleurs le corps du saint patron, hein, Saint Philippe Néri. Alors, le bâtiment, vous voyez ici une très belle gravure qui vous montre l'état au XVIIIe siècle, après l'achèvement. Voilà le dessin très nerveux ici, mais précis, de Borromini. Et vous allez voir que ce dessin pour la façade principale de l'entrée de l'oratoire est tout à fait, correspond vraiment à ce qui a été fait. Voilà, alors à droite, Santa Maria in Valicella, l'église, à gauche, ce qui correspond au dessin que vous venez de voir, la grande façade, donc l'entrée du couvent des oratoriens. Alors, il est certain que quand on compare les deux façades entre l'église et l'oratoire, c'est vraiment, c'est la nuit et le jour. À droite, on a une très belle façade, mais très raide, qui est une des premières façades baroques d'ailleurs à Rome au XVIIe. Et à gauche, le chef-d'œuvre de Borromini, un de plus, une façade très élégante, en briques claires d'ailleurs, avec des parties blanchâtres.
cet étrange fronton que vous avez au sommet, qui est en fait la synthèse entre un tympan et un fronton, c'est très bien fait. Le tout de forme légèrement concave, pour donner encore plus d'élégance, vous voyez. Donc c'est vraiment très, très surprenant. Ça aussi, ça ne ressemble à rien d'autre dans la Rome de cette époque. Même dans les monuments de la Renaissance, on n'a pas d'équivalent. Rien qui laisse présager une telle réalisation. Donc voilà la même chose, un peu de biais, vous voyez, pour voir comment la lumière joue avec tout ça. Alors ça a été merveilleusement restauré ces dernières années. Moi j'ai connu ça tout crasseux, tout noir, mais là on a vraiment l'œuvre dans l'état initial. Et regardez dans les détails comme c'est soigné. La partie du portail central, du portail d'entrée, par contre, elle est à l'opposé. Vous voyez, courbe et contre-courbe. Elle n'est pas concave, mais légèrement convexe. Et quand on fait le tour du bâtiment, à l'arrière, eh bien, à la croisée de deux rues, vous avez cet angle qui est aussi cassé et il met une petite contre-courbe là-dedans. Plus cette espèce de clocher que vous avez là, avec une grande horloge qui lui aussi est tout en courbe et contre-courbe. Alors, ça ne se visite pas aujourd'hui, donc je vous montre ces photos. Vous voyez quand même, les conférences sont aussi des avantages parfois. Voilà l'intérieur de l'oratoire en tant que tel, c'est-à-dire la grande salle où on pouvait réunir eh bien, un certain nombre de personnes pour entendre une conférence spirituelle et aussi un concert spirituel. Vous avez même des tribunes, vous voyez, si jamais le rez-de-chaussée ne suffisait pas, s'il y avait trop de monde. Ça peut servir aussi de chapelle secondaire, vous voyez. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Voilà la même chose sous un autre angle. Et vous voyez d'ailleurs que curieusement, le couvrement de cette salle, on dirait encore des voûtes surcroisées d'ogives, mais de manière beaucoup plus complexe, comme quoi notre artiste a une immense culture et ne rejette absolument aucune période des siècles précédents. Alors, la famille Spada, qui possède, pas très loin d'ailleurs du palais Farnèse, un autre palais somptueux, mais d'un autre genre, qui est un palais de la Renaissance en fait, ils veulent, dans l'une des deux cours intérieures du palais, que Borromini réalise un corridor permettant d'ailleurs un accès entre deux cours, justement, mais ce corridor là aussi, il y a beaucoup d'inventions de la part de notre artiste. Parce que ce corridor vous paraît d'une grande longueur. En réalité, il ne mesure que 8 mètres de longueur. Donc c'est un effet, d'abord ce sont de savants calculs qui ont été faits ici, et ce que vous avez là sous les yeux va même influencer son contemporain Le Bernin, alors Le Bernin architecte, lorsque quelques années plus tard, le Saint-Siège lui commandera la Scala Regia, c'est-à-dire l'escalier royal dans le palais apostolique, qui lui aussi doit être un escalier monumental, mais dans un espace réduit. Et où il va jouer, mais cela dit, sur quand même plus d'espace qu'ici au Palazzo Spada, il va jouer sur des effets de perspective et de savants calculs qui vont donner à l'escalier beaucoup plus de hauteur et de profondeur que la réalité. Donc, comme quoi, une fois de plus, le Bernin n'a pas inventé grand-chose, il a puisé ça vraiment chez son confrère Borromini. Alors, ce corridor est très élégant parce qu'il est encore, vous voyez, à la manière antique, voyez, mais les colonnes jumelées, doriques, la voûte plein cintre à caisson, mais ici, c'est l'effet d'illusion, c'est le théâtre, voilà, qui prime. Voilà, je vous le montre un peu plus au ras du sol ici, voyez-vous. Voilà, il y a une petite cour secondaire en arrière-plan avec un petit jardin. Et là, je vous montre donc la transcription moderne pour comprendre, vous voyez, avec un petit personnage en haut à droite qui est représenté pour donner l'échelle et le calcul avec les points de fuite, les perspectives. Voilà, bon, en fait, c'est pas très compliqué en réalité, mais il fallait y penser, il fallait avoir l'audace de faire ça. Alors, il faut quand même dire que là, dans ce genre de perspective, de trompe-l'œil architectural, il y a quand même eu quelques précédents, notamment à la Renaissance,
surtout à Milan, dans le cœur de l'église San Satiro, de la part de l'architecte Bramante, qui, avant d'arriver à Rome, avait débuté d'abord à Milan, à la cour de Milan, et là-bas, il avait fait une perspective extraordinaire dans le cœur d'une église, où ça paraît d'une incroyable profondeur, alors qu'il n'y a même pas 1 mètre de profondeur. Donc, il y a eu quelques antécédents. Et n'oublions pas que Borromini a travaillé dans sa jeunesse à Milan, et qu'en plus, la basilique San Satiro, où a travaillé Bramante, est à 2 pas de la cathédrale de Milan. Alors, en comparaison, voilà la Scala Regia du Bernin au Vatican. Bon, si ce n'est que là, je ne vous la montre pas sous le meilleur angle, il aurait fallu la prendre depuis la porte d'entrée, ce qui est impossible parce que c'est toujours l'entrée principale pour accéder aux appartements du pape. Donc, c'est quand même assez compliqué, vous vous en doutez bien. Alors, je vous montre quelques chantiers secondaires parce que vous savez, un grand artiste n'a pas nécessairement que des grandes commandes. Tout artiste, même encore aujourd'hui, doit répondre à des commandes secondaires, mais ça fait partie de la vie d'un architecte, d'un peintre et autres. Alors vous avez par exemple ici, ça fait partie d'ailleurs des églises qui sont quasiment jamais visitées à Rome, Santa Lucia in Selci, vous voyez, qui est en fait la chapelle du couvent des Augustines, 1638-1639. La façade à gauche n'est pas inintéressante, avec un grand fronton triangulaire dans lequel il a imbriqué un tympan cintré. Et puis le chœur, par contre, à l'intérieur, n'a pas de grande invention, non. Donc il a fait les choses là très, très simplement. Voilà, ça c'est la même église, mais depuis le chœur vers la nef. Alors, il y a aussi un apport de Borromini dans un endroit, alors ça, je ne vous cache pas que c'est un peu plus une affaire de spécialiste. On est dans les hauteurs du quartier du Trastevere, à Rome, l'ancien couvent de Sainte-Marie des Sept Douleurs, 1643. Actuellement, c'est un hôtel qui est là-dedans. C'est un ancien couvent qui a été, à un moment donné, qui a été désaffecté. Et donc, on y a établi un hôtel de luxe. Et vous voyez qu'extérieurement, il y a, alors en fait, c'est l'extérieur de la chapelle que vous apercevez là, une façade latérale. Vous devinez bien au premier coup d'œil qu'il y a là il y a des choses un peu singulières dans l'architecture, dans les mouvements. Voilà, c'est en effet très borrominien ce que vous avez sous les yeux, y compris le traitement de tout le pourtour en pierre blanche d'Istrie qu'on trouve à Rome, de ce portail, bien sûr. Alors, parmi les grands chantiers auxquels il va devoir répondre, mais où il n'a pas pu donner libre cours totalement à son talent, il y a ce que moi j'appellerais entre guillemets la baroquisation de la cathédrale de Rome, Saint-Jean de Latran. Alors voilà les dessins du maître. Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome, depuis l'époque de Constantin au IVe siècle. À l'époque de Borromini, c'est encore la basilique constantinienne qui est là, présente. Et cette basilique, elle n'est pas en très bon état, vous vous en doutez bien. Et la papauté va donc demander à Borromini de conserver un maximum d'éléments de la basilique primitive, tous les murs maîtres notamment, et même une bonne partie des colonnes à l'intérieur séparant les 5 nefs, et de moderniser en mettant tout ça, de mettre ça au goût du jour. Alors, de plus, Borromini aurait souhaité intervenir sur les parties hautes, le couvrement de la grande nef. Il n'a pas pu, ce qui est dommage, parce que quelques années plus tôt, un autre pape avait fait faire un immense plafond en bois polychrome, un plafond à caisson, somptueux, c'est vrai, mais qui est un peu raide par rapport à ce que Borromini va apporter à Saint-Jean de Latran. Alors on est entre 1646 et 1650. Alors voilà une peinture du XVIIIe siècle qui vous montre la cathédrale baroquisée. Donc on est là peut-être pas tout à fait un siècle après l'intervention du maître.
Et il faut savoir que dans les gros piliers dans lesquels Borromini va mettre des niches avec une idée géniale, les statues des 12 apôtres, tout le collège apostolique, symboliquement autour du trône du pape, la cathèdre du pape, successeur du prince des apôtres, Saint-Pierre. À l'intérieur de chacun de ces gros piliers, eh bien, Borromini a conservé les colonnes d'origine en marbre ou en granit, tous les deux. Donc, elles sont là. Donc, c'est comme s'il avait fait un caissonnage autour des colonnes, voyez-vous. Donc, c'est quand même assez remarquable. Et puis, vous voyez donc ce grand plafond à caisson, plat, où on imaginerait peut-être une voûte, quelque chose de davantage en mouvement, puisque là, ce plafond vient un peu écraser, malheureusement, tout le reste. Mais bon, il a dû répondre comme ça à ce qu'on appellerait aujourd'hui le cahier des charges de l'époque. Alors voilà donc comment ça se présente aujourd'hui. Vous voyez que c'est tout à fait ça. Voilà le superbe plafond de l'époque du pape Paul V Borghese, tout début XVIIe. Et donc tout le reste reconstruit par notre architecte. Voilà, ici, depuis le chœur vers la partie basse de la nef, vous voyez qu'au fond de la nef, autour du portail principal d'entrée, le mur n'est pas droit. Non, il est là aussi de forme concave. Vous voyez, c'est toujours le mouvement au maximum chez Borromini. Voilà donc ces gros piliers, et puis il y a toujours les 5 nefs par derrière. Alors dans les nefs latérales, le décor de Borromini est d'une extrême sobriété. C'est simplement comme des espèces de coupoles qui coiffent chaque travée, avec une couronne végétale en travail de gypserie, et des têtes de chérubins et de séraphins, donc avec 4 ou 6 ailes. Voilà d'ailleurs la perspective sur l'une de ces nefs latérales, et vous voyez donc les délicates couronnes végétales, et ici les anges à 4 ailes, donc là ce sont des chérubins. Alors dans ces années, ça va être un chantier assez long sur lequel il va intervenir en plusieurs fois, le palais de la propagation de la foi. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez que le Saint-Siège, depuis des siècles, est divisé en fait en ministères, si ce n'est que les ministères s'appellent dans l'Église des congrégations. Et donc chaque congrégation va avoir un rôle spécifique, tel que, à l'époque, en cette période de la Contre-Réforme, la propagation de la foi. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, certes, propager la foi, mais pourquoi et de quelle manière? Par exemple, par le clergé missionnaire. Vous avez des ordres religieux missionnaires, les jésuites, les franciscains, les dominicains, qui n'hésitent pas à partir dans des contrées très lointaines, même jusqu'en Chine parfois, ou en Amérique latine, pour évangéliser des nouveaux peuples. Donc c'est ça, la propagation de la foi, et c'est tout à fait dans l'esprit du rôle apostolique de l'Église, plus encore dans cette période de la Contre-Réforme. Donc ce ministère, cette congrégation à l'époque est particulièrement importante, et le Bernin de son côté est intervenu, c'est lui qui a réalisé sa façade pourtant très simple que vous avez là sous les yeux, mais le bâtiment est de forme trapézoïdale. Alors il est à une extrémité de la place d'Espagne, et il y a donc des petites rues de part et d'autre. Le bâtiment donc occupe tout un pâté, forme tout un pâté de maisons avec cette forme trapézoïdale. Et une des entrées principales de la congrégation se trouve dans la rue de droite. Et c'est là que Borromini va être chargé de réaliser une autre façade qui, vous allez voir, est sensiblement différente de celle du Bernin que vous avez à présent sous les yeux. Alors voilà à nouveau celle du Bernin. Donc on prend la rue de droite, et voilà de profil. Alors on a très peu de recul pour faire les photos dans cet endroit. D'ailleurs, regardez, vous avez toute la masse touristique en temps normal qui passe là sans savoir, sans regarder même
cette grande réalisation de Borromini. C'est assez dommage parce qu'il passe à côté de quelque chose de très intéressant. Et voyez que la corniche a une forme très curieuse, là aussi très, très moderne. On n'est pas du tout dans la régularité, non, c'est pas du tout rectiligne. Les angles sont encore coupés. Hein, c'est très étrange. Regardez le pourtour, l'encadrement, même le couronnement des fenêtres là-haut à l'étage, sous la corniche. C'est même puissant, massif, même un peu lourd. Il y a des colonnettes dans les angles, il y a des oculis également au-dessus de ces mêmes fenêtres. On voit que, je vous rappelle qu'initialement, quand il est jeune, c'est un sculpteur. On a l'impression qu'ici, il sculpte l'architecture. Vous voyez, il y a toujours un peu de ça chez lui. Voilà le détail de l'un des angles. Alors ça a été là aussi fraîchement restauré, vous voyez. Et même sous la corniche, les caissons avec des rosaces qui ornent la corniche sont chaque fois différents. Là aussi, il y a une grande diversité décorative. Alors nous voici sur la place Navone. Alors sur la place Navone, nous sommes là devant la grande façade du palais Chigi, qui nous a donné le pape Innocent X. Non, pardon, excusez-moi, je me trompe, du palais Pamphile, qui nous a donné le pape Innocent X, lorsque ce pape qui a succédé à Urbain VIII Barberini, donc est arrivé au souverain pontifical, lui aussi a fait construire ce grand palais pour sa famille. Bon. Le palais est accolé à l'église que vous avez à droite de Saint-Agnès-Synagone. Alors, dans l'Antiquité, cette place, qui est toute en longueur, et dont une extrémité est en hémicycle, c'était en fait un cirque romain. Et c'est sur l'un des flancs de ce cirque qu'a été martyrisée la jeune Sainte Agnès. Sainte Agnès est une des saintes martyrs les plus vénérées de Rome avec Saint Laurent. Et il y a plusieurs basiliques romaines qui leur sont consacrées à tous les deux. Et en fait, ici, donc, l'église a été érigée sur le lieu du martyre. Alors, cette place, bien sûr, le pape Innocent X va vouloir qu'elle soit très bien décorée. Il y avait déjà 2 petites fontaines aux extrémités. Il a demandé au Bernin de réaliser la grande fontaine centrale, la fontaine des fleuves. Et puis, il va demander à 2 architectes, Rinaldi et Borromini, de collaborer pour la réalisation de l'église Sainte-Agnès. Alors, voilà l'église Sainte-Agnès, et justement, qu'est-ce qu'il y a de Rinaldi, qu'est-ce qu'il y a de Borromini là-dedans? Le plan initial est de Rinaldi. Rinaldi est d'ailleurs un architecte dont on parle peu, mais qui a été remarquable également. Et en fait, il va un petit peu amplifier, plus exactement élargir le plan de Rinaldi pour espacer davantage les clochers et ainsi mieux mettre en évidence le dôme central. Ce qui fait que l'église paraît plus grande extérieurement que ce qu'elle est en réalité intérieurement, car en effet, elle contribue à ce décor de théâtre qui orne la place Navone. Voilà. Alors, vous n'imaginez pas, chers amis, à quel point le schéma général de cette façade va avoir une influence considérable sur beaucoup d'autres architectes européens jusqu'au XVIIIe siècle. En l'an 2000, s'est tenue d'abord à Turin, puis à Marseille et après à Montréal, une magnifique exposition, à Marseille c'était à la Charité, sur les maquettes d'édifices européens de l'époque baroque. Il est vrai que pour beaucoup de ces édifices, il y avait d'abord une maquette en bois qui était réalisée. Eh bien, on a la maquette de cet édifice de Borromini, notamment de la façade, et on pouvait constater dans l'exposition que beaucoup d'autres églises, par exemple des églises qui sont à Prague, vous voyez, du côté de l'Europe centrale, ou encore du côté, même dans d'autres régions d'Italie, ou bien des églises qui peuvent se trouver en Bavière, etc., rappellent étrangement, s'inspire en tout cas de la façade de Borromini ici à Saint-Agnès-Synagone. Alors les 2 clochers latéraux sont d'un chef-d'œuvre d'équilibre, bien ajouré. D'ailleurs, c'est ce type de clocher qu'on aurait dû trouver aux 2 extrémités de la façade de la basilique Saint-Pierre, mais ça s'est resté en l'état. Alors, je vous montre, vous voyez, tous ces détails. Voilà donc cette grande façade qui se déploie majestueusement
avec cette forme concave. Et à l'intérieur, donc la coupole dans laquelle Borromini a également laissé son empreinte, c'est évident, c'est une coupole plus sobre que ce qu'on a vu auparavant, mais en même temps, la coupole est peinte, vous voyez, à fresque. C'est une des premières coupoles peintes à fresque à Rome au XVIIe. C'est le peintre Lanfranco qui a réalisé ce qu'on appelle ici un ciel en gloire. Et c'est une gigantesque lanterne, cette coupole, qui embrase l'édifice à certaines heures de la journée. Et puis à l'intérieur, nous avons encore des, mine de rien, des trompe-l'œil architecturaux. Les deux chapelles latérales, une consacrée à Sainte Agnès, l'autre à Saint-Sébastien, deux martyrs. D'abord, éclairage zénital au sommet. Vous voyez, on voit qu'il y a une demi-coupole qui coiffe la chapelle. Il y a un lanternon et la lumière qui, par moments, paraît une lumière mystique, vous voyez, qui vient éclairer la statue du saint. Mais derrière le saint, vous avez une espèce de corridor en trompe-l'œil. Et ce corridor en trompe-l'œil, avec des voûtes d'arêtes, vous voyez, en réalité, c'est très, très peu profond. Il y a l'équivalent de l'autre côté en symétrie pour la statue de Sainte Agnès. Alors ensuite, il est appelé par l'ordre des franciscains pour revoir les parties hautes, remanier les parties hautes de leur église Saint-André, San Andrea delle Fratte. Là aussi, il y a très peu de recul dans les rues. Alors, je vais vous dire, quelle audace que d'avoir remporté ce chantier, parce que cette église, chers amis, n'était autre que l'église paroissiale du Bernin, lequel avait sa maison, un véritable palais d'ailleurs, à quelques mètres seulement de l'édifice. Et pourtant, c'est Borromini qui a remporté donc cette réalisation, qui d'ailleurs est restée finalement en partie inachevée. Vous voyez qu'il y a une espèce de coupole là à la croisée, dont la forme est encore plus originale extérieurement, avec ces espèces de contreforts, vous voyez, eux-mêmes avec des colonnes dessus, mais la brique est restée à l'état brut. On n'a jamais pu l'enduire, il faut imaginer ça tout blanc, et pourtant à l'arrière, on voit un clocheton qui lui a été terminé, et qui est également de Borromini. Le voilà, mais il y a juste le couronnement, regardez, la partie supérieure du clocher, qui a été parfaitement achevé. Voilà, alors depuis des terrasses voisines de Rome, j'ai pu faire cette photo, vous voyez, on n'a pas l'impression que c'est un dôme, et pourtant c'est un dôme en réalité, mais avec une forme un peu carrée, mais il a coupé les angles là aussi, et il apporte beaucoup d'animation là encore à cette construction. Voilà, là vous voyez mieux ici en contre-plongée les jeux de courbes et de contre-courbes. Et vous voyez que même si c'est resté à l'état brut, la brique apparente, ça produit quand même tout son effet. Ça, c'est une œuvre méconnue là, que je vous montre à l'instant de Borromini, hein, parce que ce n'est pas une église non plus très visitée, San Andrea delle Fratte, et où les gens regardent à l'intérieur, mais ne relèvent pas le nez pour voir la réalisation de Borromini là-haut. Voilà le clocheton à l'arrière, dont le couronnement a une forme là aussi très originale. On ne comprend même pas d'ailleurs si c'est un clocher de prime abord. Hein. Et puis, je vous montre ici une des toutes dernières réalisations de l'artiste, ou alors là, c'est à la fois l'architecte et le sculpteur. Vous voyez, il conçoit tout l'ensemble. Nous sommes dans la petite église de Saint-Jérôme de la Charité, et laquelle possède une chapelle latérale, qui est la chapelle funéraire de la famille Spada. N'oubliez pas qu'il a déjà travaillé pour les Spada dans leur palais, avec le corridor en trompe-l'œil. Bon. 1660, il veut décorer, on lui demande de décorer dans leur chapelle, et là, plutôt que de concevoir à nouveau une chapelle très architecturée, il va davantage mettre l'accent sur le décor. Les murs vont être recouverts d'une fabuleuse marqueterie de marbre, d'onyx, de jaspe, de pierre dure, qui vont imiter, vous voyez à distance, des étoffes précieuses, des brocarts notamment. Vous avez aussi des médaillons qui figurent les principaux membres de la famille Spada.
L'autel dans la chapelle, lui aussi, le devant d'autel, l'antépendium, est recouvert d'une magnifique marqueterie similaire, mais le plus éblouissant, le plus merveilleux, c'est ce que vous voyez au premier plan. C'est-à-dire qu'au lieu de fermer la chapelle par une petite grille, par ce qu'on appelle une table de communion, où jadis on s'agenouillait pour recevoir la communion, eh bien justement, il nous donne ici quelque chose de plus théologique. C'est-à-dire que c'est comme si le Christ nous invite à la Sainte Table, et ce sont les anges qui portent une nappe en trompe-l'œil. La nappe, c'est aussi un magnifique travail de marqueterie de pierre dure imitant une étoffe. Autrement dit, ce sont les anges qui dressent la table sur laquelle les fidèles, notamment la famille Spada, peut communier à la date anniversaire de la mort de tel ou tel des membres de leur famille. Voilà. Voilà comment ça fonctionnait. Alors ça, c'est absolument merveilleux. Il faut aller voir cette petite église qui n'est pas très connue, qui se trouve pas très loin là aussi du palais Farnèse, le long du Tibre. C'est vraiment un des joyaux ici de Borromini en 1660. Voilà, là je vous montre une vue sous un angle un peu différent. Vous voyez, c'est très précieux, ça en met plein la vue, vraiment. Une grande richesse. Il a également donné le dessin de la façade de l'église paroissiale de la Cité du Vatican, parce qu'en effet, au Vatican, bon, on pense tous à la basilique Saint-Pierre, mais non, il y a une église beaucoup plus modeste qui est à l'entrée de la porte officielle, qui est la porte Sainte-Anne, à droite de la basilique, au-delà de la colonnade du Bernin. Et là, vous avez accolé, voyez, à l'entrée, à droite, la chapelle, qui est une chapelle en fait du XVIe siècle intérieurement, avec une forme elliptique, mais il manquait la façade, et donc cette façade, elle est de Borromini. Alors, elle n'est pas extraordinaire, mais elle a quand même 2 clochetons. Vous voyez, la voilà avec quand même un entablement qui a du mouvement. Hein. Oui, qui a du mouvement. Mais bon, il n'a pas pu donner quelque chose de plus enlevé, étant donné l'exiguïté ici de la superficie. Bon, cette photo est moins bonne, elle est un peu écrasée. Voilà donc accolée à la porte Sainte-Anne. Alors, je voudrais, juste pour les quelques minutes qui me restent, je vais prévoir un petit temps pour vos questions, hein, si vous en avez bien sûr. Voilà cette belle gravure qui vous montre Rome à l'époque où a vécu Borromini, au XVIIe siècle. Vous voyez le fleuve, le Tibre, dont les abords, d'ailleurs les bords plutôt, hein, ne sont pas très élégants, parce que curieusement, les Romains n'ont jamais beaucoup aimé leur fleuve. Donc il n'y a pas des quais magnifiques, soignés en pierre de taille. À cette époque, pas encore. Et on voit cette église avec un dôme, c'est l'église Saint-Jean des Florentins. Donc c'est dans une petite rue, à droite de cette église, que vivait Borromini, ainsi que donc ses oncles qui l'ont précédé, Maderno, Fontana, etc. Et c'est également là donc il va s'éteindre en 1667. Alors nous sommes le 2 août. Il faut savoir que depuis quelque temps déjà, Borromini était contrarié par beaucoup de choses. D'abord, il a été très contrarié par le pontificat d'Alexandre VII, Chigi, qui en fait avait remis complètement à l'honneur le Bernin finalement contre Borromini. Il avait confié notamment le chantier de la place Saint-Pierre, ce qui n'est pas rien. Donc ça déjà, notre artiste ici a été assez contrarié par cela. Et puis, il devenait de manière générale de plus en plus tourmenté, inquiet. Il avait par moments des accès de fièvre. Il était devenu un insomniaque chronique. Il était donc très fatigué. Et il va décider, le soir du 2 août 1667, de mettre fin à ses jours. À la suite d'ailleurs d'une histoire vraiment insignifiante. Étant donné que la nuit, il ne dormait jamais vraiment, il avait demandé en fait à son serviteur de lui laisser la bougie éclairée parce qu'il n'aimait pas être totalement dans le noir. Et puis a priori,
le serviteur n'a pas voulu ou n'a pas compris, dont la bougie n'a pas été éclairée, ce qui a mis Borromini dans une colère noire et qui a été la goutte d'eau supplémentaire qui a fait que dans la nuit du 2 août, il s'est jeté sur son épée. Mes chers amis, il s'est raté. Tant et si bien que dans les heures qui ont suivi, on a essayé de le sauver. On n'y est pas vraiment réussi, mais ça sera une affaire de quelques heures. On a quand même fait venir un prêtre. Il va recevoir les derniers sacrements. Et il va mourir le lendemain, 3 août, et il a quand même eu le temps, entre-temps, d'écrire son testament. Voilà. Voilà donc comment les choses se sont passées. Et étant donné que c'est un homme qui a quand même tenté de se suicider, même si entre-temps il a pu recevoir un prêtre, se confesser, recevoir les derniers sacrements, il y a quand même cet acte qui était très gênant pour l'Église, puisque vous savez que les catholiques disent qu'on ne doit pas se mettre fin soi-même à ses jours. Donc c'était très embêtant pour pouvoir ensuite l'ensevelir dans un cimetière digne de ce nom, ou plus exactement dans l'église Saint-Jean des Florentins, qui était sa paroisse. Voyez-vous, et c'est vrai que c'était quand même devenu un notable, mine de rien. Il avait eu des chantiers prestigieux, il avait travaillé au service du Saint-Siège, entre autres, donc il méritait ce genre de lieu de sépulture. Mais il y avait un petit cimetière à l'époque sur un des côtés de l'église. Il a été plutôt enseveli dans ce cimetière, et c'est plus tard que des familles qui savaient qu'il reposait là ont finalement tout mis en œuvre pour, et notamment la famille Spada, une fois de plus, pour récupérer ses restes et l'ensevelir dans la crypte de l'église Saint-Jean des Florentins. Donc, initialement, il ne reposait pas dans l'église, on l'y a mis en fait plus tard. Alors voilà l'intérieur de Saint-Jean de Florentin, qui est une église très, très sobre. Hein. C'est une église en fait qui est surtout de la fin du XVIe siècle. Vous voyez qu'il y a encore un peu de cette raideur de la Renaissance. Et au fond, là où il y a le retable en marbre rougeâtre du maître-autel, sur un des côtés, il y a un petit escalier d'accès à la crypte. Et donc, c'est dans cette crypte, voilà, quelque part là, dans les sous-sols de cette chapelle qui fait office de crypte, qu'il y a les ossements de notre artiste. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses, je pense, sur Francesco Borromini, qui a été vraiment, j'insiste là-dessus, un architecte vraiment, vraiment original dans la Rome de l'époque baroque. Et j'insiste aussi là-dessus, c'est celui qui aura le plus d'influence sur ses contemporains et successeurs jusqu'au XVIIIe siècle dans l'Europe entière.